Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout droit tout simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Ryan Bouchemi qui est Contract et Claim Manager chez DriverThreat. Ryan est juriste de formation et il met ses compétences au service des clients exigeants pour la gestion opérationnelle de leurs contrats, le suivi de projet, le montage de réclamations parfois. Bref, il est impliqué dans toutes les phases de la vie du contrat, y compris les litiges. Et là encore, vous allez le voir, il est plein de ressources. Bonjour Ryan, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Alors, on va commencer directement. Est-ce que tu peux te présenter et puis retracer un petit peu ton parcours ? Avec plaisir, Delphine. Bonjour, ça me fait très plaisir de participer à ce podcast. Je te remercie pour cette invitation. Écoute, mon parcours en quelques mots, après un Master 2 en arbitrage et commerce international, j'ai pendant 3 ans été juriste au CMAP, qui est le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Donc pendant 3 ans, j'étais en charge de l'organisation et de la gestion de procédures de médiation, d'arbitrage et d'expertise amiable. Et voilà, c'est une période que j'ai trouvée extrêmement intéressante, pendant laquelle j'ai dû m'adapter aux différents interlocuteurs de l'institution, les accompagner dans le choix de la procédure, les convaincre du bien fondé de la procédure. Ça a été beaucoup de pédagogie à mettre en œuvre. Oui, ça Et j'imagine. ouais, j'étais souvent en fait appelé à intervenir dans la majorité des cas du coup après la survenance du litige. Et voilà, je devais rapidement cerner les enjeux et les besoins pour proposer la solution la plus adaptée. Et voilà, c'est vrai que je t'avoue que j'ai ensuite eu l'envie et le besoin d'adopter une vision plus, je dirais, plus systémique, dans le sens où je voulais avoir une vision qui n'occulte aucune des dimensions d'un projet, qu'elle soit stratégique, technique, financière, juridique, opérationnelle ou humaine. Et c'est une dimension qui me tient particulièrement à cœur. Donc, depuis septembre 2020, j'exerce en tant que consultant en contract et claim management au sein du cabinet de conseil DriverThreat et j'interviens tout au long de la vie du projet, de sa mise en place jusqu'à la gestion du litige en passant par l'exécution. Et quand tu dis que tu es consultant, en fait, tu es resté juriste aussi. Alors oui, effectivement, j'ai une casquette de juriste, c'est effectivement l'un des atouts dans ce poste, mais j'ai vraiment une fonction de consultant. D'accord. Et Consultant sur des domaines effectivement juridiques, mais aussi stratégiques, opérationnels, financiers. Voilà, c'est vraiment toute la vie du projet, toutes ces dimensions. d'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous dire dans quelle phase de la vie du contrat tu es impliqué, à quelle étape tu interviens? Bien sûr, bien sûr. Écoute, concrètement, le contract manager, ça va être celui qui gère le contrat, le résultat, la relation et les réclamations s'il y en a. Mais bon, honnêtement, il y en a quand même souvent. Et en fait, ça va vraiment être les 4 piliers du contrat et du contract management. Il faut donc avoir une parfaite connaissance du contrat, des obligations, des parties prenantes, des acteurs du projet. Il faut comprendre les risques et les opportunités pour savoir les gérer. Il faut être capable de faire la synthèse des différents indicateurs de performance qu'on doit suivre. Il faut mettre en place une stratégie contractuelle qui sera suivie tout au long de l'exécution du contrat. Et du coup, pour répondre plus précisément à tes questions, je vais vraiment intervenir auprès déjà d'acteurs de secteurs comme la construction, l'énergie, l'eau, les transports notamment, et proposer des solutions de prévention des dérives contractuelles, comme par exemple des revues de documents précontractuels, pour venir identifier et atténuer les risques contractuels et des risques planning notamment. On peut mettre en place aussi des sessions de révision de contrat et des cahiers des charges avec les opérationnels en soutien au service juridique. Je peux être aussi amené à accompagner en contract management. Donc, ça va être vraiment de l'administration de contrat, de la gestion de contrat, de variation, suivre l'avancement et la mise à jour du planning. Et ça va être plus précisément en cours d'exécution du projet. Je peux aussi intervenir pendant la phase des réclamations pour aider à préparer ou tout simplement préparer la réclamation, incluant la défense, la négociation de celle-ci, en intégrant aussi l'analyse des événements qui auraient pu causer les dommages, les perturbations, les prolongations de délai. Donc là, ça va vraiment être de l'analyse de retard, de quantum.
Et aussi, on peut intervenir en évaluation finale de coût du projet pour mettre en place une négociation. Et pour terminer sur les différentes missions, on peut aussi fournir des services de témoins experts dans le cadre d'arbitrages internationaux par le biais d'analyse de retard, quantum, technique, avec différents intervenants. Et alors, tu l'as peut-être mentionné tout à l'heure au début, Mhm. Driver Threat, tu peux nous rappeler ce qu'ils font et du coup donner quelques exemples assez concrets pour qu'on se rende compte de quel contrat il s'agit Bien sûr, bien sûr. Écoute, alors Drive Trade, c'est un cabinet de conseil anglais, donc on est spécialisé dans la gestion de contrats dans des projets industriels et de construction. On accompagne des clients, entreprises et donneurs d'ordre, pour prévenir les retards, les surcoûts, éviter les litiges. Et comme je te le disais effectivement tout à l'heure, on intervient régulièrement auprès de différents acteurs comme la construction, l'énergie, l'eau, les transports dans différents secteurs. Et voilà, notre mission, ça va vraiment être de fournir ces services d'accompagnement en contract management et aussi en clé management pour la gestion de projet. Si je peux donner quelques exemples de projets, voilà, ça va être par exemple sur une construction d'hôpital, par exemple en Afrique du Nord, sur des constructions de centrales nucléaires, d'UVE, c'est des usines de valorisation énergétique. On intervient sur le Grand Paris Express en soutien des grands groupes qui interviennent sur ce projet-là. Ça peut être dans le cadre d'arbitrages internationaux. Donc voilà, on a un panel, on a un scope d'intervention qui est quand même assez varié et assez large. Et on a une équipe, voilà, pour terminer un petit peu sur le cabinet dans lequel je travaille. Donc en France, on est en France depuis 2015. On a une équipe qui est vraiment pluridisciplinaire avec des ingénieurs et des juristes. On intervient, comme je te disais, sur des projets qui sont en France, mais aussi à l'étranger. Donc ça va être en Zambie, Ouganda, Jordanie, Inde, Maroc, Brésil, voilà. Et tous les consultants qui travaillent au sein de ce cabinet maîtrisent plusieurs langues, ce qui nous permet de travailler avec les différents clients. D'accord. Et vous êtes combien en France En France, on est 7. Et au niveau D'accord. du groupe, j'espère que je ne te dis pas n'importe quoi, je crois qu'on est entre 250 et 300. D'accord. Donc vous pouvez encore. Oui, c'est un beau groupe. C'est un beau groupe. Ouais, donc vous pouvez encore grossir en France sans problème. Exactement. On y travaille. Alors, ouais, c'est ça. Et quels sont tes interlocuteurs principaux, on va dire? Parce que tu dois en avoir Alors, énormément, mais lesquels sont oui, les oui. Et ben en plus fait, importants? comme je te le disais au début, le contract manager, ça va vraiment être le point de rencontre des différents intervenants du projet. Ce qui fait que moi, je vais être amené à discuter avec les chefs de projet, bien évidemment, les ingénieurs, les juristes, les acheteurs, parfois les avocats, les directeurs juridiques, en fait, avec tout le monde. Avec chaque personne qui est amenée à intervenir sur le projet, je vais forcément, à un moment ou à un autre, devoir échanger avec lui. Après c'est vrai que moi, j'ai un positionnement qui est peut-être un petit peu particulier parce que je suis externe. Je suis contract manager externe. C'est vrai que je ne suis pas Oui. impliqué dans une équipe. Je suis pas, enfin, je peux l'être quand on est en mission chez le client, bien évidemment, mais je suis amené à travailler en fait pour différentes entreprises sur différents projets. Je ne suis pas cantonné, je ne sais pas si je dérive un petit peu de ta question, mais j'y pensais là, à l'instant. Je ne suis pas cantonné en fait à une culture d'entreprise. Et ce positionnement me permet et nous permet en tant que CM externe de faire preuve d'une certaine créativité parce qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on a appris sur d'autres projets avec d'autres entreprises pour pouvoir toujours trouver les bonnes solutions, prévenir les difficultés, mettre en place les bons outils de gestion du contrat et de ses variations. D'accord. Et est-ce que tu peux, ça se trouve, c'est pas du tout pertinent, mais avec qui est-ce que c'est le plus facile d'interagir? Ou à l'inverse, est-ce que il y a des interlocuteurs qui sont plus compliqués à gérer ou tu es plus éloigné de ton point de vue Euh, ou... Écoute, je vais te parler vraiment de mon expérience. Donc moi, comme tu le sais, j'ai une formation de juriste. Donc c'est vrai que quand j'interviens sur des projets avec une forte dimension technologique ou ingénieriale et que j'échange avec les techniques, les ingénieurs, je sens, et c'est tout à fait normal, hein, c'est en aucun cas un reproche, je sens qu'il y a une certaine, tu sais, un petit round d'observation où ils veulent me tester, voir si je parle un petit peu le même langage qu'eux, si je comprends un petit peu Si la tu comprends culture bien. Ouais. ingénieure. Bah oui, et c'est normal, c'est normal, c'est Mm. pas mon background, voilà, moi je suis juriste à la base, donc c'est vrai que voilà. Donc je dirais que quand je suis amené à échanger avec ces personnes-là, il y a un petit round d'observation, mais si c'est un conseil que je peux donner à nos auditeurs, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions. Et quand on est contract manager, et encore plus quand on est consultant externe, il ne faut surtout pas négliger cette phase
où on fait connaissance avec les acteurs du projet et on apprend un petit peu à appréhender le projet et ses différentes dimensions. Donc moi, je pose plein de questions au début. Voilà, il me faut peut-être quelques heures, quelques jours pour mettre un petit peu dans le contrat, dans le projet. Mais une fois que c'est fait, il y a un certain lien de confiance qui se tisse avec ces personnes-là et on sent qu'on avance beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement avec eux. C'est un peu comme le juriste qui est en charge par exemple, de la R&D et qui a en face de lui des ingénieurs, brevets ou Exactement, autres. Et il faut exactement. effectivement essayer de se comprendre, parler un peu le même langage et C'est ça. effectivement s'apprivoiser un petit peu, quoi. Mm. C'est ça. Et en fait, se faire confiance parce que, et encore plus quand on est consultant, on est un peu missionné pour venir faire un boulot voilà, pour eux et ils nous regardent parfois avec appréhension, parfois avec crainte et on doit se faire accepter. Et alors, comment tu évites justement ces incertitudes ou ces ambiguïtés qui peuvent naître d'un contrat? Comment t'évites Ah, ça? ça, c'est une très très bonne question. Tout d'abord, je te propose de distinguer peut-être risque et incertitude. Mm. Bon, alors les distinctions, hein, c'est pas moi qui les faites, hein, ça a été théorisé par un économiste américain, je crois qu'il s'appelle Frank Knight, ouais, c'est ça. Et en fait, cet économiste estime que le risque comporte une variabilité future qui est prévisible, et donc prévisible, donc contre laquelle on peut s'assurer. Alors qu'au contraire, l'incertitude, c'est un événement qui est rare, sur lequel on a peu ou même pas d'informations. Par exemple, on va parler de risque pour, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Oui, voilà, un investisseur qui achète des actions ou un assureur qui offre une couverture contre les accidents automobiles. Alors que, là, ça va plus être une incertitude, l'exploration spatiale, ça représente une situation, bon, ben voilà, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, on ne sait pas trop comment s'assurer contre quelque chose qui pourrait effectivement se passer. Donc voilà, effectivement, c'est une dichotomie à faire, enfin une différence à faire. Et pour répondre à ta question, déjà, on peut noter 5 grandes sources d'incertitude. Donc, ça va être la complexité du projet, qui, par exemple, a été sous-estimée, la survenance d'un changement réglementaire ou législatif. Qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, il y avait aussi voilà, l'incapacité des tiers à travailler dans les délais, l'incertitude technique ou encore tout simplement la désorganisation. Ouais. Et le contract manager, et le contract management plus largement, a vocation à réduire les incertitudes en favorisant une gestion proactive de la relation contractuelle et bien évidemment du contrat lui-même. Et pour cela, il y a un véritable travail à faire en amont de la contractualisation. Et là, le contract manager peut assister les équipes offres, les juristes, et tenter, au moyen d'incitations réciproques, d'améliorer les comportements des acteurs et ainsi de tendre vers un contrat optimum. Et pour tendre vers un contrat optimum et pour mettre en œuvre cette mission, il faut en fait que les parties qui sont en négociation se fassent un minimum confiance et se dévoilent un petit peu. Ça veut dire qu'il faut négocier et déterminer ce que l'on peut mettre dans la balance au moment de la négociation. Et il faut aussi, en toute franchise, s'interroger sur comment préserver la courbe de cash, optimiser les modes de rémunération et en fonction de l'évolution des risques au fil du projet. Ce qui fait que dès le départ, il faut être, et ça vraiment j'insiste lourdement là-dessus, il faut être très transparent, il faut clairement définir le temps, le prix, donc prix-coût, le scope, la qualité, et la répartition des risques. Donc dès le départ, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour rechercher la clarté et la certitude. Tout ce qui est flou, approximatif, est à souligner et si possible, à bannir. Et si on Et n'arrive pas ensuite, alors, comment on fait? et Si si on on n'arrive n'arrive pas à se pas, mettre d'accord? et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, et ben écoute, pour faire face aux variations, les variations, ça va être quoi par exemple? Ça va être le changement dans les circonstances prévues ou inévitables. Voilà, chaque contrat doit prévoir et traiter les changements. Ces changements, ça va être un événement imprévisible, une action du maître d'ouvrage, le défaut de l'entrepreneur, la force majeure, le changement de loi, Ouais, on va la gérer ça répartition. par des clauses contractuelles très poussées et très On peut gérer ça par des clauses contractuelles très poussées, mais une fois de plus, c'est ce que je dis toujours, il ne faut pas non plus qu'elles soient trop poussées dans le sens où ça fera un contrat qui ne Ouais, saura pas vivre avec le projet. Il faut que le contrat ouais. puisse s'adapter et vivre avec le projet. Oui, il faut pas en faire une Mais usine à gaz non plus, quoi. voilà, C'est pas le but, quoi. c'est ce que je Ouais. voulais dire. Ouais. Il y a un gros travail à faire en amont du contrat. Et malheureusement, quand le risque se réalise ou qu'on se rend compte qu'on est face à une difficulté, une perturbation, hein, ce qui est normal, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire qu'on va faire un contrat parfait et que tout va bien se passer. C'est totalement impossible.
Et ben, dans ce cas-là, on va mettre en place différentes procédures qui seraient par exemple des clauses de médiation, de négociation, d'arbitrage ou de dispute adjudication board dont on peut parler si Et tu le ben souhaites. justement, alors en plus, toi, tu as effectivement t'as travaillé au CMAP, donc tu es plutôt au fait de ces sujets de médiation et d'arbitrage. Alors justement, dans les contrats dont tu parles, est-ce que souvent il est prévu justement en cas de litige, des clauses de médiation, d'arbitrage? Dans quel cas on choisit l'un ou l'autre? Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Écoute, de plus en plus, effectivement, c'est le cas. On retrouve dans les contrats, on retrouve en fait cette volonté des parties de mettre en place une procédure amiable qui va venir proposer une solution supplémentaire au litige, au contentieux judiciaire, pour trouver une solution rapide et efficace. Donc, avant la médiation, avant l'arbitrage, il y a tout simplement la négociation. Il faut que les parties aient la volonté de se rencontrer, il faut qu'elles puissent voilà, définir un cadre pour se rencontrer et tenter de trouver une solution sans forcément faire intervenir un tiers. Ensuite, il y a la médiation. Ça, on le voit de plus en plus. Donc, bon, je sais que toi, tu es formé à la médiation, donc je vais quand même rappeler un petit peu ce que c'est. Et le but, c'est de faire intervenir un tiers qui est indépendant, impartial, pour aider les parties à trouver une solution. En aucun cas, ça va être lui qui va proposer la solution. Il est là pour aider les Pour faire parties. accoucher, en fait, c'est vraiment Faire de la accoucher la maïeutique, solution. quoi. Ouais. Exactement, les faire rencontrer, qu'elles puissent se parler. Souvent, le dialogue est complètement rompu. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'animosité. Donc, lui, il va être là pour restaurer le dialogue, cadrer les discussions et les aider à trouver leur solution. Donc, ça, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Il y a aussi les disputes adjudication et avoidance board. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que c'est, les DAAB. C'est un comité en fait indépendant qui vient assister les parties dans la résolution de leurs différends tout au long de l'exécution du projet. La particularité des dispute boards, c'est que ce comité-là, il est désigné au début du projet. C'est comme une sorte d'équipe de 2-3 personnes qui peuvent intervenir dès qu'il y a un problème et qui est déjà désigné. Donc, on ne perd pas de temps pour le désigner, pour fixer les coûts. Ils peuvent intervenir assez rapidement et les membres sont dotés d'une expertise dans le secteur concerné, peuvent venir livrer des recommandations ou rendre des décisions. Je fais Et juste ce un tout sont petit des tiers focus aussi? sur. Ce sont des tiers, oui, ce sont des tiers. Effectivement, c'est un comité extérieur. Je fais un tout petit focus là-dessus parce que c'est Oui, c'est vraiment important très parce que intéressant ouais. et surtout, en fait, ça s'inscrit vraiment dans la volonté des rédacteurs des contrats, dans la volonté même des acteurs de toujours faire en sorte d'éviter le conflit et que si le conflit survient, de faire en sorte de ne pas aller devant le juge judiciaire, de trouver la solution qui permettra de ne pas pénaliser ou pas trop pénaliser le projet. Ça, on pourra aussi y revenir si tu veux, mais un projet avec une perturbation, avec un litige, au-delà du fait que c'est un projet où on va perdre un petit peu de temps, c'est un projet qui financièrement va en pâtir. Oui, Donc le et but, c'est vraiment qui de même trouver. peut échouer au final. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc le dispute board, les membres, ils vont être là, ils vont avoir 3 missions, ils peuvent intervenir de 3 façons différentes. Soit tout simplement encourager les parties à surmonter la difficulté par elles-mêmes. Si on se rend compte que c'est impossible ou si le désaccord est vraiment trop profond, le dispute board peut apporter une assistance informelle pour aider les parties à parvenir à un accord. Ou, et c'est là que la différence se fait sur la médiation, le dispute board peut se prononcer sur le différend en rendant une recommandation ou une décision à l'issue d'une procédure de soumission formelle. Donc là, tu vois, on rentre quand même dans quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus structurant. Ce n'est pas un arbitrage, mais on sort quand même de la médiation parce qu'ils vont venir imposer en quelque sorte quelque chose. Quel est le délai moyen, on va dire, pour une médiation et pour une dispute board, pour un arbitrage? Parce que pour moi, l'arbitrage, c'était quand même quelque chose d'assez long et très coûteux surtout. Mais Alors, une médiation, le délai. Écoute, je peux te donner les statistiques, par exemple, du CMAP, le Centre de médiation d'arbitrage de Paris. J'espère ne pas me tromper, hein, parce que je ne les ai plus forcément en tête, mais on est sur 6-8 mois, il me semble. 6-8 mois, ouais. ouais. Je ne sais pas si tu as ça en tête aussi, toi, Delphine, je crois Oui, que c'est oui, ça. pour moi, Ouais, c'est ça. Hein. ça se compte en mois. Enfin, c'est En assez mois, 6-8 rapide mois. et c'est efficace et ça marche. Enfin, c'est un taux de réussite qui est quand même assez conséquent. Donc, Ouais, on se situe entre 70 et 85% sur voilà, les ouais, c'est ce que médiations j'avais en effectivement tête. commerciales. Ouais. Donc, le taux de réussite est effectivement voilà. Après, je voudrais juste nuancer
ce délai sur la médiation, parce qu'en fait, ce qui va faire qu'une médiation va durer longtemps ou moins longtemps, c'est aussi l'implication et la volonté des parties. Si on a des parties qui veulent vraiment s'impliquer dans cette procédure et qui ne l'instrumentalisent pas parce que elles veulent perdre un petit peu de temps, effectivement, là, ça peut aller vite. Mais si les parties souhaitent ou souhaitent pas, ou sont pas forcément intéressées par la procédure, ça peut être un petit peu plus long. Mais l'avantage de cette procédure, c'est que la partie qui se rend compte que l'autre ne souhaite pas y participer peut tout simplement sortir de la procédure. En fait, l'intérêt, c'est aussi au médiateur ou à l'autre partie de voir assez rapidement si finalement il y a une vraie volonté des parties de vouloir aboutir ou pas. Parce que si trouver c'est un juste accord. pour faire. Tout à fait. Oui, si c'est juste une manœuvre dilatoire, effectivement, ça ne va pas aboutir à grand-chose au final. Tout à fait. Okay. Tu m'avais posé ensuite la question pour le dispute board. Alors sur le dispute board, ce qui est bien, c'est que les délais en fait sont encadrés notamment dans les contrats FIDIC, qui sont les contrats vraiment spécialisés en construction. Et en fait, c'est des délais, par exemple, le dispute board, il est saisi. Je ne sais pas en tête, hein, désolé. Ça se retrouve facilement sur Internet. Il est saisi, par exemple, donc le comité est saisi, il va avoir à peu près, je crois que c'est 40 ou 45 jours pour se prononcer. Ensuite, il y a tant de jours pour faire appel, tant de jours pour les soumissions. Donc, on a vraiment un cadre qui permet de faire en sorte d'avoir une décision assez rapide. Et ensuite, sur l'arbitrage, alors là, je te rejoins. C'est vrai qu'en principe, la procédure arbitrale, et je dis bien en principe, elle est censée être rapide. Donc, rapide, la rapidité, elle est toute relative. Donc, on va se situer sur environ un an. On se rend compte que le délai des procédures arbitrales est malheureusement plus long. Ça peut durer 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la CCI et le CMAP ont mis en place des nouvelles procédures ou ont adapté des procédures existantes d'arbitrage d'urgence qui s'appellent les arbitrages fast track, donc vraiment très rapides, qui visent à rendre une sentence en 6 mois, ce qui est extrêmement rapide. Donc, ça peut se faire simplement sur soumission de mémoire écrite, sans forcément avoir des audiences. Et ça permet un petit peu de réduire ce délai-là. Et il faut que les deux parties soient, ou les trois, ou toutes les parties soient d'accord pour faire le fast track. Bien évidemment. Alors, soit les parties conviennent d'avoir recours à ce type d'arbitrage dans une clause compromis, soit dès le début, insérée dans le contrat, ou soit c'est un arbitrage qui est voulu en cours de procédure et qui n'a pas été prévu par le contrat, et elle déclare adhérer à un règlement, celui de la CCI, celui du CMAP, et déclare explicitement vouloir que l'arbitrage soit encadré par ce type de procédure. D'accord. Oui, donc ça complexifie un petit peu quand c'est pas fait dès le départ et qu'il y a de nombreuses parties. Quand il y en a deux, ça va. S'il y a beaucoup de parties, il suffit qu'il y en ait une qui ne veuille pas et on ne pourra pas le faire, quoi. Oui, et j'ai envie de te dire, comme dans toutes les procédures, hein, ça va être en médiation ou devant le juge, c'est pareil. Hein, plus il y a de parties, plus on se soumet à un risque. Et alors, pourquoi avoir recours justement à ce type tu l'as évoqué tout à l'heure, à ce type de clause plutôt qu'aux juridictions judiciaires? Tu disais, il faut à tout prix éviter les juridictions judiciaires. Alors, j'ai dit ça. Ouais, tu l'as pas dit comme ça, mais tu l'as dit un peu. Je veux nuancer le à tout prix quand même. Chaque acteur du paysage judiciaire français, qu'il soit amiable ou pas, a son rôle à jouer. Et voilà, par exemple, je ne vais pas te dire que tout peut aller en médiation, par exemple. Tu vois, je pense qu'il y a des dossiers effectivement qui ne sont pas faits pour aller en médiation et qui doivent aller devant le juge. Maintenant, pour répondre à ta question, pourquoi avoir recours à ce type de clause et à ce type de procédure? C'est plus rapide déjà. Je pense que c'est indéniablement plus rapide parce que les coûts peuvent être maîtrisés, parce qu'on va avoir une décision en avis qui sera rendue par un professionnel qui va maîtriser le sujet, parce que les parties ne sont pas dépossédées entièrement de la gestion du litige, et que je pense que c'est toujours bénéfique pour tout le monde de pouvoir être impliqué effectivement dans la gestion de la procédure et de pouvoir être acteur de la décision qui va être rendue. Et on le voit bien, maintenant on se rend compte par exemple que la médiation est obligatoire pour les petits litiges. On voit que, comme je l'ai dit précédemment, l'évitement des litiges, c'est devenu un objectif à poursuivre et à mettre en œuvre quand on rédige un contrat, quand on gère un litige ou une réclamation. On essaie de faire en sorte que la procédure n'aille pas devant le juge. Par contre, ce qui peut se passer,
Et c'est des choses que j'ai pu voir, c'est que par exemple, quand un litige survient, j'ai pu voir un directeur juridique me dire, écoutez, non, moi je ne veux pas aller en médiation, je ne veux pas mettre en place de dispute board, je préfère un arbitrage devant le juge, tout simplement parce que si ça ne marche pas, ou si mon entreprise n'obtient pas ce qu'elle veut, je ne serai pas tenu pour responsable et je pourrais dire, ah mais écoutez, vous voyez, c'est le juge, il n'a pas compris, il a fait n'importe quoi, mais les arbitres, ils ont rendu une sentence, mais c'est n'importe quoi. Donc c'est aussi une façon, je pense, ça peut être une façon de se désolidariser de la décision qui pourrait être rendue. Et c'est quelque chose qui pourrait motiver certains décisionnaires à ne pas forcément aller dans le sens de la médiation ou des règlements amiables des litiges. Ah ouais, c'est un peu bizarre parce que Ouais. le dispute board, de toute façon, il est indépendant. Donc, en quoi il Oui, oui, est. oui. Et puis, même le médiateur, enfin, il est indépendant. Alors, la partie peut être effectivement. Enfin, d'ailleurs, les parties sont au rendez-vous de médiation, mais souvent, ils ont des Mhm. conseils. Il y a des avocats qui sont là en général. Bien sûr, Donc, ils peuvent toujours. mais Ouais, dans l'esprit c'est de la marrant. personne qui ne participe pas à la médiation ou dans le décisionnaire ou dans le tiers financeur ou l'assureur ou la direction Ok. du groupe, dans l'esprit de ces personnes-là, celui qui allait négocier et celui qui allait porter les intérêts de l'entreprise, ça va être la personne qui est en négo, qui est en médiation. Ah, d'accord. Et il sera tenu pour responsable, en fait. D'accord, oui, oui. In fine, ce sera lui qui sera tenu pour responsable. Même si la décision n'est pas imposée, il prend une part de responsabilité. Et comment, alors rapidement, mais est-ce que tu Mhm. peux nous rappeler comment se déroule une procédure d'arbitrage et de médiation? Sur la médiation et sur l'arbitrage, donc soit on a une clause dans le contrat, soit on n'en a pas. Donc s'il y a une clause dans le contrat, dès que le litige survient, on va commencer par la médiation. Dès que le litige survient, les parties vont saisir l'institution qui a été désignée. Si l'institution a été désignée, il va y avoir un médiateur qui va être désigné. Les parties sont libres pour le choisir. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que les parties soient à l'aise avec le profil désigné, que le profil corresponde effectivement au type de litige. Ensuite, il y a un devis qui va être établi. Ce devis est réglé à parts égales, sauf volonté contraire des parties, donc par les deux parties. Et ensuite, il y a plusieurs réunions qui vont se tenir pour essayer de trouver une solution. Les réunions, elles peuvent se tenir en assemblée plénière, ça veut dire en la présence des deux parties, où on peut mettre en place des apartés. Voilà, je parle de choses que tu connais très bien, Delphine. Ouais. Si tu veux intervenir, n'hésite pas. Non, non. Mais on peut mettre en place aussi on peut mettre en place aussi des apartés tout à fait confidentiels où chacune des parties pourra exposer véritablement ce qu'elle a à dire, donner un petit peu son objectif pour que le médiateur puisse véritablement saisir où va en venir chacune des parties. Et ensuite, voilà, le médiateur va être là pour aider les parties à trouver leur solution. Et on se rend compte, pour revenir sur l'efficacité de la procédure de médiation, on se rend compte que la totalité, la totalité, je pense qu'on peut le dire, des décisions, des accords pardon, qui sont trouvés par les parties sont exécutés. Mm. Vu que c'est un accord qui a été voulu par les parties, elles ne se sentent pas coincées, on ne leur impose rien du tout. Du coup, l'accord est véritablement mis en place. Ouais, ça c'est vrai que c'est un vrai levier pour convaincre la médiation. Et en plus, au-delà de ça, c'est vrai que les coûts sont pas très élevés. Les parties sont vraiment dans le process tout le temps, et Ah donc bah oui, ah oui. elles ont aucun mal à, effectivement, comme tu dis, à exécuter ensuite Mm, mm, mm. la décision. Et très franchement, et je pense Souvent que qu'ils ont trouvé même eux-mêmes en fait. C'est eux qui oui, ont voilà, même, voilà. voilà. Mm. Et je pense que tu pourras aussi confirmer, mais j'ai vraiment vu des situations qui me paraissaient extrêmement compliquées, extrêmement bloquées, avec des parties qui s'insultent, qui ne veulent même pas être dans la même pièce. Mm. Et au fur et à mesure des minutes qui passent, des heures qui passent, des réunions, on se rend compte que le lien peut se renouer et que le partenariat commercial peut survivre. Oui, Bon, parce j'ai que vu quelques petits miracles où vraiment je donnais pas cher de l'issue de la médiation. Et très franchement, je pense qu'en fait, on n'a strictement rien à perdre à essayer. Voilà. ouais, Ça je coûte pas suis cher, comme tu l'as complètement. dit, ça prend pas beaucoup de temps. Je vois pas quel est l'intérêt, sauf si c'est une posture, et encore je trouve que c'est une posture qui est pas forcément intelligente, si je peux me permettre, parce que de plus en plus maintenant les magistrats demandent est-ce que vous avez tenté de résoudre le litige de façon amiable? Mm. Et quand le magistrat va se rendre compte qu'une partie était tout à fait ouverte à ça et que l'autre non, alors je dis pas que ça va préjuger de sa décision,
mais ça peut le mettre dans certaines dispositions pour se dire, bon, OK, voilà, il y a une partie qui était prête à négocier et l'autre qui n'était pas du tout prête, qui s'est avérée peut-être beaucoup plus virulente ou beaucoup plus fermée. Donc, je pense qu'on n'a rien à perdre. Tu me rejoins, Delphine, Ah, sur je te ça. rejoins complètement. Je pense que c'est vraiment un outil très très puissant, la médiation, qui fonctionne très bien. Et même dans des situations où on se dit, oh là là, on va jamais y arriver, quand le médiateur est un bon médiateur qui fait bien son travail, qui essaye vraiment de faire comprendre à chaque partie les points d'accroche de l'autre. En fait, il faut se mettre dans les baskets de l'autre, vraiment. Et ben, quand ce travail-là est fait, en fait, il y a quelque chose qui se débloque le courant, enfin, c'est même pas le courant, la communication peut reprendre. Et là, Exactement. c'est quasiment gagné, en fait. Donc, Oui, tout à fait. c'est assez puissant, oui. Tout à fait. Oui, et sur la procédure d'arbitrage, assez rapidement, donc identique, voilà, de façon pareille, tu as un tribunal arbitral qui va être désigné, donc qui va être composé de 1 ou 3 arbitres en fonction de la volonté des parties ou de la dimension du dossier. Il y aura différentes soumissions écrites, des audiences, il peut y avoir des expertises aussi qui sont mises en place, et ensuite le tribunal arbitral va rendre sa sentence qui sera grâce à la Convention de New York exécutoire dans plus de 150 pays. Ça, c'est aussi une force de l'arbitrage, qu'on puisse exécuter la sentence dans différents pays. Et c'est ce qui rend cette procédure extrêmement intéressante, notamment pour les projets internationaux. Après, en termes de coûts, c'est vrai que l'arbitrage, je n'ai pas forcément les barèmes encore en tête, mais l'arbitrage, c'est quand même une procédure qui est plus chère que la médiation et qui, malheureusement, avec notamment l'affaire Tapie ou l'affaire de la FIFA, a eu une mauvaise presse ces dernières années, et c'est bien dommage parce que ça a une image de justice, et je reprends des termes qui ont été écrits dans certains journaux, de justice des riches rendue par les riches dans un petit milieu un petit peu opaque et un petit peu occulte, mais c'est vrai que bon, ça empathie un petit peu des différentes affaires, mais en réalité, c'est absolument pas ça, et on voit bien que l'essor de l'arbitrage en est la meilleure preuve. Le nombre de dossiers ne cesse d'augmenter. C'est une procédure qui est de plus en plus sollicitée par les grosses entreprises sur les gros projets, mais, et ça, je trouve que c'est aussi une très bonne nouvelle, par les PME. Donc, j'allais dire les TPE quand même pas, mais par les PME, par les entreprises moyennes, qui représentent au final la plus grosse part du tissu économique, notamment en France. Et l'arbitrage n'est pas réservé au Crédit Lyonnais ou aux grosses entreprises internationales. Il y a des centres de médiation, notamment le CMAP que je connais bien, qui proposent des barèmes adaptés, des procédures adaptées, et qui permettent à ces entreprises-là aussi de pouvoir bénéficier de ce type de procédure. Oui, puis l'intérêt aussi, c'est que c'est confidentiel, c'est pas rendu public, donc ça, c'est un vrai intérêt Exactement. pour les entreprises. Et en termes de, Exactement. par contre, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'en termes de Mhm. délai, ça peut être plus long, Ça peut être et beaucoup plus long. notamment, je pense, à cause parfois des expertises qui sont demandées, en fait. Ça aussi, ça peut rallonger vraiment les délais. Les expertises, effectivement, les expertises peuvent prendre plusieurs mois. Après, c'est aussi possible de mener en parallèle l'expertise et la médiation ou l'arbitrage, mais effectivement, ça sera beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, souvent, l'expertise qui est menée vient mettre un petit peu en pause les échanges sur le fond et sur la procédure pour se concentrer sur le volet vraiment technique ou delay ou quantum. Mais au moins, Alors, on arrive à une sentence qui est extrêmement bien construite, du moins je l'espère, et qui s'impose aux parties. ouais. Alors, comment on se forme à ces techniques de médiation, justement? Parce que nous, on le sait, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés quand même, on va Oui, le c'est dire, vrai on qu'on s'est l'a pas rencontrés au dit. CMAP C'est pas un quand secret, on s'est rencontrés au CMAP, oui. voilà, quand on s'est formé à la médiation je Oui. crois en 2016. En Mais, 2016, effectivement, oh là là, ouais, ça passe vite. ouais. Mais alors, du coup, comment on peut. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y a le CMAP, mais il y a d'autres centres de formation. Je pense à Il y a d'autres, l'IFOMEN, oui, bien sûr, bien sûr. mais comment on peut se former à ces techniques Bah écoute, comme tu le dis, voilà, plusieurs centres de formation, le CMAP, l'IFOMEN, DDU, notamment, il y en a un à Assas, il me semble, qui s'appelle tout simplement DDU Médiation. ouais. Euh, Après, les formations vont être un petit peu différentes. Je sais que la formation, je vais parler de celle du CMAP et je m'excuse pour l'IFOMEN, mais je vais en parler un petit peu après, mais je connais mieux du coup le CMAP.
la formation du CMAP, il y a quelque chose qui est, je trouve, pas mal du tout, c'est qu'il y a un volet effectivement théorique, mais il y a un volet pratique extrêmement important avec des simulations, avec des mises en pratique, dans lesquelles on est même filmé pour se voir un petit peu de l'extérieur, voir comment on met en place les différentes étapes de la médiation, avec des médiateurs chevronnés qui accompagnent. Et j'ai aussi eu la chance de pouvoir former. J'ai été formé, j'ai eu la chance de pouvoir former aussi à la médiation, donc je suis passé un petit peu de l'autre côté et je me rends compte à quel point c'est intéressant et à quel point c'est merveilleux de voir les personnes se révéler être médiateur, et je ne pense pas que ça soit fait non plus pour tout le monde, mais quand on se rend compte que c'est fait pour nous, c'est super de se rendre compte qu'on arrive à faire en sorte que le dialogue se rétablisse, se renoue. Et voilà, donc excuse-moi, j'ai un peu dérivé, mais sur la formation et pour se former à la technique de médiation, voilà, il y a différents centres, CMAP, IFOMEN. Je sais que l'IFOMEN aussi fait de la formation avec la rédaction notamment d'un mémoire. Il y a le DU Assas, il y a des petits modules aussi qu'on peut trouver sur Internet. Il y a les modules qui sont faits par la CCI aussi. Voilà, et je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à contacter les personnes qui font de la médiation, échanger avec elles, avoir des retours d'expérience pour déjà savoir si ça nous plaît, savoir si c'est fait pour nous, et ne pas hésiter à contacter aussi les différents instituts qui forment. Mais peut-être que toi, tu peux nous en dire un peu plus aussi, vu que tu as suivi la formation. Oui, et puis alors moi, ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est que d'abord, ces techniques de médiation, elles peuvent te servir tout le temps, et dans ta vie professionnelle, mais pas seulement, en fait, dans ta vie perso aussi. Et aussi, j'ai remarqué que, en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'expérience requise, c'est vraiment accessible, je vais dire à tous. Oui, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, ça, je trouve que c'est assez formidable, en fait. Il y a peu de formations qui sont comme ça, finalement assez accessibles, pas très chères, et qui rendent service toute la vie, quoi. Donc, c'est vrai. Donc ça, moi, je trouve ça plutôt... les techniques qu'on apprend, elles peuvent être vraiment utilisées dans tous les domaines. Après, effectivement, pour qu'elles soient efficaces, il faut, je pense, les pratiquer un peu. C'est comme tout, mais voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, j'invite tous les auditeurs que ça intéresse un minimum à aller regarder sur les différents sites, parce que c'est vraiment intéressant. Et je me tiens aussi à leur disposition si je mettrai tes coordonnées. Oui, tu pourras, il n'y a pas de problème. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que je peux te poser une dernière question? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui nous écoutent qui souhaitent exercer dans le domaine soit du contract management, soit des MARD, donc ce qu'on appelle les modes alternatifs de résolution des différends? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Oui, bien sûr. Déjà, il y a plusieurs formations qui sont données par l'université, notamment un DU de contract management à Assas que je recommande de suivre, ou encore un autre en droit des contrats internationaux accès construction que je suis en ce moment d'ailleurs. Donc voilà, c'est vrai que j'ai une formation de juriste, donc ça va peut-être être un petit peu plus simple pour moi de comprendre qu'est-ce que c'est le contract management, la gestion du contrat, ce genre de choses, mais un ingénieur qui n'a pas forcément de background juridique, lui, je l'inviterais effectivement à se former sur tous les aspects contractuels. Et ensuite, sur les MARD, il y a pas mal de formations qui sont faites maintenant sur Internet, qui sont gratuites, des petits modules, tu sais, les MOOC ou les MOOC, les MOOC, voilà, je ne sais pas comment on dit, qui sont vraiment très bien, notamment un de l'Université de Genève. Il y en a aussi un autre de King's College. Il me semble qu'il est gratuit, celui-là. Voilà, ne pas hésiter aussi à participer aux différentes conférences, à contacter des personnes. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Il ne faut pas avoir peur d'écrire à quelqu'un sur LinkedIn. Voilà, le réseau. Et voilà, le contract management, c'est vraiment un métier qui est à la croisée de plusieurs disciplines. Donc, je pense qu'en synthèse, il faut être curieux et savoir s'adapter à ce qui nous entoure, et savoir être ouvert à ce qui nous entoure pour pouvoir apporter la réponse la plus adaptée. Voilà. Super. Beau mot de la fin. Merci beaucoup, Ryan, pour cet échange et toutes tes explications. J'espère que ça aura donné envie à certains d'explorer cette voie et pourquoi pas se découvrir une nouvelle vocation de contract manager. J'espère aussi. En tout cas, je suis totalement disponible si quelqu'un, voilà, si vous voulez m'écrire pour en discuter. Delphine mettra mes coordonnées. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir de partager ça avec toi. Et
et de discuter de ces sujets qui nous intéressent. Avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux, Ryan. Avec plaisir, merci beaucoup Delphine. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode. Pour poursuivre l'aventure de ce podcast, je vous remercie de partager sans modération. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez visiter mon site www.toutdroittoutsimple.com. Si vous avez une envie de partager votre expérience, votre vision du métier ou vos idées nouvelles sur les métiers du droit, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!